Je viens vous présenter un sujet que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aborder tous les jours, le lien entre éthique et management, éthique et entreprise. Je travaille dans un programme de recherche à l'ESSEC qui s'appelle CODEV, qui est un acronyme pour compagnie et développement, entreprise et développement, qui s'intéresse à la manière dont les entreprises contribuent au développement dans les pays émergents en particulier, et qui pose la question de qu'est-ce que c'est que l'entreprise, à quoi elle contribue, et quelle est sa place dans la société au sens large. Alors, avant de commencer à vous assommer avec des choses qui peut-être ne concernent pas votre quotidien, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous pourrait me dire ce que ça évoque en lui ou en elle ce thème d'éthique et management, éthique et entreprise? Est-ce qu'il y a des questions qui vous concernent plus particulièrement sur ce thème? Est-ce que vous avez des dilemmes, des situations que vous avez déjà connues? Voilà. Prenons un quart d'heure, 20 minutes pour échanger. On fera une pause dans 1h30, ça vous va? On s'arrête à 13h, c'est ça? Et vous avez l'habitude de faire une pause d'un quart d'heure, vous n'avez peut-être pas l'habitude? Si. Un quart d'heure, 20 minutes? Ok. Donc on fera une pause vers 11h. D'accord? Voilà, alors j'avais par ailleurs des transparents à vous montrer, mais c'est pas grave, on va faire sans. Et je vais utiliser mes transparents comme notes. Et voilà, alors qu'est-ce que ça évoque pour vous, éthique et entreprise, éthique et management? Qui veut se lancer? Oui? Bonjour, je suis Michel Aline, responsable qualité dans une association dans le milieu du handicap. Pour moi, éthique, d'un côté, c'est des valeurs, c'est au-delà de la morale, c'est pas la déontologie, enfin bref, on peut après définir éthique par rapport à tout cet ensemble-là. Et management, je suis plus dans une vision de gestion oui. économique. Oui. Et du coup, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre la personne en tant que sujet dans cette configuration, dans cet ensemble, dans ces valeurs qui sont a priori pas obligatoirement, qui vont obligatoirement dans le même sens. D'accord. Là, vous voyez nos positions entre le monde de la gestion et ce que vous mettez. Oui. Associé à des valeurs humaines et l'autre à des valeurs financières et économiques. D'accord. Là, c'est d'accord. Mais c'est pas obligatoire, c'est une vision pour d'accord. Ok. D'un côté, le monde de la finance et de l'économie, et de l'autre côté, ce qui a plus attrait à l'éthique des valeurs, comment ça fonctionne pour vous, a priori, c'est plutôt antinomique. Oui, ouais. C'est votre intuition, c'est celle-là. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu en quoi c'est antinomique? Dans la mesure où tout ce qui est proche de l'éthique pour moi est proche de la bientraitance de la personne, il n'est pas évident que oui. Dans un système gestionnaire, on s'inscrive dans la bientraitance de la personne, ou plutôt dans, allez, je vais prendre des schémas très noirs et blancs, vers l'intérêt des entreprises et des financiers qui gèrent ces entreprises. D'accord, je vais mettre ici l'intérêt peut-être. L'intérêt au sens large peut-être, oui. C'est ça? Oui. Ok. Une première intuition, oui. Une autre? Pardon, allez-y. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur, je travaille à l'hôpital. Oui. Et pour moi, éthique et management, c'est comment faire cohabiter justement ces deux logiques, tout en étant effectivement quand même dans la bientraitance des personnels, etc. Et faire attention justement à la logique économique, mais sans qu'elle prenne le pas sur... D'accord. En fait, c'est carrément une balance qu'il faut, et essayer d'être tout le temps dans le consensus, ce qui n'est pas facile à l'hôpital, parce que effectivement, souvent, on va dire en permanence, la logique financière prend le pas sur l'éthique et les valeurs liées aux soins. Ok. Donc là, en fait, vous diriez que pour vous, il y aurait peut-être une flèche ici plus importante, dans ce sens-là, et une flèche plus petite dans ce sens-là. Et ça, avec les valeurs ayant du mal à influencer un monde économique qui oui, des fois, ça a plus de poids, mais vous cherchez quand même un équilibre. C'est la recherche d'équilibre, oui. Et ça provoque
très souvent de la souffrance. Et du coup, ouais. Surtout parce que justement, nos valeurs au niveau du soin ne sont plus en adéquation avec cette logique financière de l'hôpital. D'accord. Et ça, c'est très, très pénible. Ici, c'est le soin, d'accord. Les valeurs du soin. Et là, pour vous, c'est pas... Là, pour vous, qu'est-ce que c'est ici, en C'est fait? la logique financière. Ça veut dire quoi, la logique financière, concrètement? Ça veut dire que tout va être rapporté à une logique économique de rapporter de l'argent, de faire des recettes, de faire le moins de dépenses possible, etc., qui ne correspondent pas forcément avec les valeurs du soin, où quand même il faut un minimum de personnel, qu'il faut qu'ils prennent du temps avec les patients, etc. Ah oui, d'accord. Et c'est ça Donc la là... contradiction, et donc c'est des injonctions paradoxales en fait. C'est ça l'aide d'aujourd'hui. Excusez-moi, mais on voit une logique financière est forcément inéthique et forcément Voilà. en dehors du soin. Alors, je note ce que vous dites pour l'instant, c'est intéressant, on part de là. Mais on va... Quand moi je vous entends parler, on a vraiment d'un côté la finance qui est quelque chose qui n'est pas éthique, le management qui n'est pas éthique, et puis de l'autre côté des valeurs éthiques qui sont forcément bien et qui sont en rapport avec le soin et la bientraitance. On a même dit que la gestion, la finance, c'était pas la bientraitance. Alors que l'un et l'autre peuvent quand même... Voilà. Moi j'ai dit, quand elle prend le pas sur le Oui. soin, Oui, mais je pense qu'il y a un moment, l'un et l'autre peuvent s'accorder. Alors voilà. Justement, Donc, le management éthique et les valeurs financières ne sont pas forcément... Enfin, je veux dire, être rentable peut avoir une action qui est... Oui, c'est ça. Sur les valeurs, et faire que du coup, les gens, quand ils sont bien traités, qui travaillent correctement, ça a une rentabilité qui est meilleure si on apporte l'éthique à la finance. Et du coup, c'est-à-dire que quand la logique Alors, voilà. financière, elle est vraiment adaptée et Oui. que, effectivement, à un moment donné, ça a été plein feu au niveau de... on a dépensé beaucoup quand même au niveau de l'assurance maladie, c'était trop. Mais là, maintenant, on est dans l'autre extrême. D'accord. Donc là, vous diriez aussi qu'il y a un aspect qui peut être positif de l'ordre d'une rigueur sur la manière dont on dépense. Et là, vous dites que vous allez encore plus loin, vous dites pourquoi ce serait antinomique. c'est pareil, Vous avez raison dans le fond, oui. Vous prenez les fonds, par exemple, de LBO, ce qu'ils veulent faire, c'est un maximum de rentabilité, d'argent, de cash, et qu'est-ce qu'ils font pour y arriver? Ceux qui ne veulent pas faire crouler les boîtes, ils jouent sur le management pour rendre justement les gens compétitifs à l'intérieur de la société, pour la rendre plus rentable en les intéressant eux-mêmes et en s'accordant sur leurs principes à eux éthiques de rendre le travail intéressant pour ceux qui le font et de les intéresser, et tout fonctionne mieux, et les sociétés sont devenues beaucoup plus rentables justement en sauver des emplois, en C'est ayant un une management problème de qui rentabilité Donc, qui... Ok, donc vous avez deux approches différentes. Vous dites la rentabilité est contraire. Je dis que la logique économique n'est pas si D'accord. utile, mais dans une certaine mesure. Voilà, alors peut-être que ce que vous évoquez, c'est une forme d'excès d'une logique de rentabilité qui, notamment, percute pour vous la question du temps et du soin. Et vous dites ça c'est mon métier. Ça, je sais ce qui est bon pour le patient, je sais faire. Quand cette logique-là vient me dire ce que je dois faire ici, ça vous met en difficulté. Et vous dites, mais dans l'absolu, cette logique de rentabilité, d'efficacité, de bonne gestion, peut être aussi une manière de bien allouer les ressources, d'être plus efficace, et tout le monde s'en porte mieux. Je simplifie, mais en gros, c'est un peu ça. Alors attendez, on ne va pas débattre maintenant. Merci. C'est juste pour amorcer le sujet. On ne va pas conclure. Mais j'entends votre... J'ai bien résumé votre point, ou pas trop, non? Vous vouliez rajouter? Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire en plus que j'ai pas dit? Que je suis d'accord pour allouer les ressources de manière intelligente par rapport aux besoins réels, mais que là, on est passé au-dessus. Ok. Et vous avez parlé d'un équilibre, donc on voit bien, d'accord. C'est pour ça que je parle. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous aviez là-bas... Oui, monsieur? Oui, moi, ce qui m'étonne au départ, c'est qu'on oppose éthique et gestion, et dans la partie gestion, on parle d'une finalité économique et financière. Oui. Qui dit management dit d'abord gestion de l'humain. Voilà. Donc ici, on va... Effectivement. Donc ici, il y a de l'humain, en fait. On va mettre ici de l'humain, quand même. Donc vous dites, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, gestion de l'humain? Gestion, gérer une équipe, fédérer une équipe, Oui. avoir des valeurs communes. Voilà, donc il faut faire progresser l'entreprise, le groupe. Oui. Motiver, donner de l'envie. Très bien. Il faut aussi valoriser le collaborateur, valoriser l'humain, avoir un rapport avec un service client
pour avoir des retours et permettre d'adapter les structures à la demande. Voilà, donc que des choses qui sont a priori bonnes Oui. et utiles et pertinentes. Ouais. Le management, Ok. c'est avant tout du bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres, je rejoins votre point, donc je le marque, est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Donc on a... Oui. C'est vrai que les entreprises maintenant développent des chartes éthiques, que ce soit pour le management en interne, qu'il y a des mouvements pour un management justement qui rend les gens heureux travailler mieux. C'est sûr. Et il y a juste un point, et donc je pense que tous les balances et les un peu caricaturales qui sont toujours le cas ont été cités. Je voulais juste rajouter le point de... Alors, Effectivement, dans une grande entreprise, elle doit aussi maintenant se soucier un peu mieux de son impact environnemental et son impact sur les populations, quand justement ils sont dans des pays... alors, là vous parlez des entreprises, en général, c'est ça? Oui. Vous ne parlez pas de l'hôpital ni de... Ça peut être l'hôpital et le problème de la D'accord. certification. Donc vous avez parlé de chartes? Mais l'environnement fait partie. Oui. Oui, il y a, enfin les grosses entreprises, je connais quelques-unes, ont fait ces dernières années de gros efforts justement pour... alors quelquefois on dit que c'est des faux-nez, ce sont des faux-nez, ça peut l'être, je sais Oui. pas, mais en tout cas il y a des efforts considérables pour, dans certaines entreprises, pour justement améliorer leur gestion, améliorer leur impact environnemental et l'impact sur les populations dans les pays de leurs filiales. Oui. Effectivement, d'accord. On veut dire la question de l'environnement est importante. Il y a des chartes. Il y a des projets. On peut dire aussi des projets. Les projets d'établissement, c'est un peu le lien. Oui. Justement, le projet d'établissement, c'est ce qui permet de rapprocher l'organisation et l'éthique. Des projets d'établissement, on prend le temps de formuler des choses qui étaient implicites et qui vont faire sortir un peu des valeurs, des choses communes qui font qu'on est tous unis sur un projet commun, qu'on reconnaît. On communique. Sur ce projet. Oui. C'était ça votre idée? L'idée qu'il y a une progression ces dernières années, vous sentez qu'il y a une progression avec des entreprises qui formalisent des choses et qui se donnent en tout cas des grands principes. Le management non hiérarchie, le partage. Ah oui. En France, la D'accord. situation, c'est un pays. Il y avait des papiers dans le monde ces derniers jours. La France est quand même un pays qui reste extrêmement hiérarchisé. On ne délègue plus les responsabilités. D'accord. Il y a la question du style de management. Oui. Même internationale, elle est au 109e rang entre le Zimbabwe et tout ça. Oui, je vais appeler ça le style de management, la manière de management hiérarchique, délégatif. Ou, voilà. Donc ici, je pense qu'on peut mettre ça dans la logique ici gestionnaire. C'est aussi le déni de responsabilité, de reconnaissance. Voilà, donc il y a des liens en fait, tout ça, ça communique. Ouais. Un management plus délégatif, plus impliquant peut être aussi une manière de tempérer des logiques de rentabilité, d'efficacité qui peuvent être parfois un peu dures. Ouais. Je ne sais pas, une logique de rentabilité, ça peut être effectivement que les gens soient bien et ils sont plus rentables. Hein. Alors c'est une grande question, oui. Moi, ce que je critique, c'est plutôt ce à quoi il faudrait réfléchir, c'est le type de management. Le style, oui. On va dire type de management. Dans le sens de qu'est-ce qui est plus efficace ou qu'est-ce qui permet aux personnes d'être mieux au travail. L'organisation des gens, la participation éventuelle aux décisions, le fait que ce ne soit pas le big boss qui est l'ensemble de tous des pouvoirs de nommer et de renvoyer les gens, et le fait que cette hiérarchie qui se voit souvent dans les pays... La décision, qui décide? Comment? Alors attendez, on va voir un petit peu. Oui. Il y a des types de management qui sont assez adaptés et sympathiques quand même. On verra ça. Peut-être, je vais vous proposer ensuite un cas précis d'une mise en situation. Oui. En fait, l'idée pour moi d'éthique dans le management, dans la gestion de l'hôpital entreprise, du soin, c'est aussi la notion de l'équilibre effectivement entre ressources et dépenses pour assurer aussi la durabilité, c'est-à-dire les générations futures. Donc ce qu'on voit aussi, parce que si on consomme tout à un moment donné, pour ne plus pouvoir, enfin, si on a un effondrement de notre système de protection sociale, quid de nos enfants, petits-enfants C'est ça, la durabilité, c'est-à-dire
Dans le sens du développement durable? Oui. Donc il y a une forme de responsabilité vis-à-vis des générations futures aujourd'hui. Ok. Oui. On m'interroge tous, ce sont des modèles culturels dominants en fait. C'est-à-dire que par définition, il n'y a pas du tout d'opposition au départ entre éthique et management. Le management concernant les hommes, le management intrinsèquement en tant que concept est quelque chose qui relève même à part entière de l'éthique. Le souci, ce qu'on voit pourquoi ça commence à déchaîner les patients, parce que le modèle culturel dominant aujourd'hui du management, qui est un modèle d'amaigrisement, lean, enfin on appelle ça comme on veut, Oui. est quelque chose qui est mal perçu, mais ce n'est qu'un modèle parmi d'autres, et comme tout modèle culturel à un instant T, il peut parfaitement être amendé, oui. Modifié. Comment est-ce que vous le décririez, ce modèle? Vous dites lean, ça veut dire quoi? Quelle est la logique? C'est-à-dire que la logique la logique est, à mon avis, l'un des meilleurs exemples du lean. C'est une logique la logique qu'on a dans le contrôle de gestion aujourd'hui des entreprises, qui est une logique qui est basée exclusivement sur des résultats d'activité, mais au sens je ne pas le mot rentabilité parce qu'on y met toutes les sources, mais qui oublie que derrière, il y a une ressource oui. première qui est une ressource humaine. Si je vous dis une mesure de l'activité par des chiffres, c'est exclusivement c'est ça? Ouais, ça me pose. Donc des données chiffrées? C'est de la donnée chiffrée ouais. derrière laquelle on ne met pas de matière, D'accord. Donc ouais, c'est ça. Il y a une question là sur la mesure. Comment est-ce qu'on mesure donc la rentabilité, l'efficacité, la performance, etc. Ouais. Est-ce qu'on la mesure? Ouais. Il y a une forme de déshumanisation derrière la ligne, en fait. Oui. Par le chiffre. Là, je pense qu'il y a une question d'indicateur, en fait. Quel est l'indicateur de ma performance? Est-ce que c'est quelque chose qui vient du système comptable, en fait? Je dépense, j'achète, je facture, et donc j'ai une efficacité opérationnelle parce que j'ai beaucoup facturé et peu dépensé? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères de mesure qui sont peut-être plus ici, qui ne sont pas forcément totalement pris en compte là? Du coup, ça peut créer un choc. On revient sur l'opposition de départ. Oui. Donc là, en fait, ce qui se passe derrière tout ça, c'est que le point de départ et éthique et management sont en principe totalement indissociables. Comme on a aujourd'hui un modèle culturel managérial qui est un modèle qui ne fonctionne que par le chiffre, donc qui s'est détaché de l'éthique, c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve ces comités d'éthique, chartes d'éthique, commissions éthiques, enfin vous appelez ça comme dans toutes les entreprises aujourd'hui, qui sont faites pour essayer de retrouver. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de positif du tout. C'est juste une réponse à un dysfonctionnement managérial. Donc je mets ça en logique. Dans ces veines, il n'y aurait absolument pas besoin de mettre en lumière ces commissions éthiques. Donc je note votre point comme étant une question de logique de management liée à une mesure de la performance qui pour vous écrase en fait ou réduit la réalité et du coup ça crée une dissociation entre le management et une pratique et l'humain qui pour vous ne devrait pas être si on pensait différemment. Ok. D'autres... Oui, au fond, oui. Moi, ça me fait penser à la gestion des ressources humaines. Et donc, dans le mot ressources humaines, il y a le mot ressources. La dérive serait de considérer l'être humain comme une ressource matérielle et donc comme un objet. Oui. Je considère comme un sujet. Oui. Et ça me fait penser aussi à la notion de stratégie. Mettez ça ici, ouais. Le management qui prend des décisions stratégiques. Et quelque part, qui dit stratégie dit un peu système pyramidal. Il y a un sommet, et puis il y a une base. Et du coup, est-ce qu'on a un management qui est bien traitant? Dans le bien traitant, il y a la possibilité il y a le mot traite, il faut aussi avoir un traitement d'exploitation. Oui. Je vais mettre ici, ici et là. Traite ou traitance, disons, Et il y a aussi la possibilité du prix. Traiter, en fait. Je vais mettre comment je traite les personnes, Avec l'idée que le soin, a priori, c'est pour
enfin, je ne sais pas, je ne vais pas prendre votre place, mais j'imagine que dans le soin, il y a une éthique enfin, il y a une intention de bientraitance. Et du coup quand le management n'est pas dans cette logique-là, ça pose effectivement probablement une question de cohérence, ouais. Et donc vous dites ressources humaines, oui, pardon, termine. La notion entre le coût, le prix, le coût, et j'ai envie de dire la valeur d'une personne, parce que dans les Oui. c'est pas l'aspect économique qui va primer dans les décisions médicales, enfin bien que oui, aussi, c'est une dimension dont on doit tenir compte, mais ce ne sera pas celle qui va primer, me semble-t-il, bien qu'on nous demande de plus en plus de prendre en compte cette dimension économique du soin. La question du coût, comment est-ce qu'on mesure le coût, ouais. Le coût de la vie, quoi, la valeur le coût par rapport à une vie. Donc vous êtes sur une thématique de ressources humaines, de qu'est-ce que c'est qu'un homme au travail. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut traiter comme un objet ou comme une machine, comme du capital? Est-ce que le coût, la notion de coût elle-même s'applique à une personne? Est-ce qu'on peut mesurer la valeur d'une personne par un coût? Son salaire, peut-être ce qu'elle dépense. Et qu'est-ce que c'est que traiter quelqu'un? Quel type de relation je veux avoir ou j'aimerais bien avoir, peut-être entre un manager et ses équipes? Et en quoi est-ce que ça rejoint probablement la relation entre un soignant et un patient? J'imagine qu'il doit y avoir un lien entre les deux. Oui. Il me semble qu'on est dans un schéma un petit peu différent, excusez-moi, par rapport à l'entreprise. Parce que la finalité de l'entreprise, sauf erreur de ma part, c'est bien de produire et de constituer du profit. Oui. Alors que la finalité de l'hôpital ou d'une institution publique, quelle qu'elle soit, c'est d'abord de rendre service et de travailler pour l'usager. Ça n'est pas une finalité économique. Alors, oui. Voilà. Et donc, il me semble qu'il peut y avoir un conflit de valeurs entre ce que recherche le boss, le directeur général, en termes d'économie, de rentabilité, de productivité, et l'intérêt général, ce que recherchent les fonctionnaires ou les personnels de l'institution publique, qui est plutôt de servir à l'intérêt général. Et je pense que le conflit de valeurs, il est là. Alors, on parlait d'équilibre tout à l'heure, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas non plus servir à l'intérêt général à n'importe quel prix. Il y a quand même une optimisation de la gestion à réaliser, mais il y a quand même ce conflit de valeurs qui est... Enfin, je suis en fonction depuis plusieurs années, et je trouve que ce conflit de valeurs devient de plus en plus aigu aujourd'hui. Et dans l'hôpital, l'intérêt particulier, c'est... Comment est-ce que vous le décririez? C'est l'intérêt particulier du directeur général contre l'intérêt général Alors, mais l'intérêt particulier du directeur général, il repose sur... à remplir au niveau économique. Ok. Il me semble qu'il y a un conflit de valeurs. Oui. En fait, comme dans le privé et le public, on pourrait dire que globalement, qu'elle soit humaine ou environnementale, le problème maintenant qui devient aigu partout, c'est la limitation des ressources. Qu'elle soit financière, l'hôpital ne peut pas être non plus. Oui. Il y a ce point commun. Il n'y a pas mais en fait, en tout cas, pour soigner tout le monde avec les meilleurs techniques. Votre point est de noter qu'il y a une tension. Il y a une tension vécue, en tout cas vous la vivez comme ça, entre ce que vous considérez comme étant l'intérêt général ici, dans l'ordre du soin. En tout cas, j'essaye de reformuler, en tout cas, j'imagine qu'un médecin ne s'occupe pas de son intérêt propre, il s'occupe de l'intérêt du patient. Voilà, il y a un déséquilibre probablement de cet ordre-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, vous le connaissez mieux que moi. Et puis là, vous dites, en fait, le directeur général, finalement, il ne s'intéresse pas à ça. C'est ça que vous dites implicitement. Je caricature beaucoup. Je caricature. Finalement, il a d'autres logiques qui ne sont pas celles-là, et que vous définissez comme étant des logiques d'intérêt particulier, et qui rejoignent un peu tout ce qu'on a dit sur le fait qu'il
il peut y avoir des manières C'est un autre intérêt. de réfléchir qui ne sont pas celles qui sont là. Oui. Donc il y a une tension. Est-ce que c'est intérêt général, intérêt particulier? C'est pas forcément évident de le qualifier comme ça, mais vous avez une tension. L'intérêt général n'est plus tant un Voilà. intérêt général humain qu'un intérêt général économique, régulation des dépenses, etc. Et on revient sur les. Sur des moyens. Et là, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Ça semble ne pas bien s'emboîter entre certaines logiques et d'autres. Oui. On va. Attendez, je voudrais juste donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu, puis après on va avancer un petit peu, mais on a déjà une très bonne base là pour la suite. Oui. Moi, je suis directrice d'EHPAD autonome, donc je pense défendre des valeurs, mais aujourd'hui, compte tenu des évolutions budgétaires, on est nous-mêmes, en tant que directeur, pris en sandwich, je ne sais pas comment il faut dire ça, entre le terrain, les résidents, les familles, les professionnels et les financeurs. Et aujourd'hui, dès lors qu'on est déficitaire, on ne nous reprend pas notre déficit. Ce qui veut dire que si on crée régulièrement des déficits, la structure ferme. Donc je veux dire que, voilà, donc nous, on est vraiment pris en tant que directeur de petites structures autonomes, pris entre nos valeurs, qui sont, je pense, des valeurs humaines, surtout qu'on est très proches. Je veux dire, dans les petites structures, on n'est pas dans le bureau au 70e étage, on est au cœur de la structure, au cœur donc, de la vie des résidents, des professionnels, des familles, et on est vraiment pris entre nos valeurs et cette réalité financière. Et que fait-on? Et ça, c'est pour nous, je pense qu'on est un peu écartelés aujourd'hui. Et c'est franchement une très grosse difficulté et qui va pas aller en s'améliorant à mon sens. Donc vous confirmez là, ce que certains ont dit, avec des nuances diverses, qu'il y a, en fait, vous reprenez la tension de départ qu'on a évoquée, même si on a beaucoup affiné avec des éclairages très différents et qui montrent que c'est pas aussi séparé que ça. Il y a beaucoup de points de rencontre, en tout cas il y a plein de thèmes. Mais vous reprenez la première tension qu'on a initialement identifiée entre des logiques. Non, mais c'est très bon. Ça veut dire que cette tension-là, elle est réelle. Et ce n'est pas si simple que ça de la résoudre. Oui, dernière intervention, et après, je vais... d'accord. Je voulais simplement dire que, c'est un peu pour résumer, mais c'est la tension entre la finalité et le principe de réalité. Et que le principe de réalité, il n'est pas que économique, il est aussi de la composition des équipes, il est aussi des exigences des patients, des capacités que peut avoir, un hôpital ou un centre à pouvoir soigner ou répondre à la demande, parce que la demande ne peut pas non plus être... elle ne peut pas non plus être comme un puissant fond, vous voyez. Et c'est souvent cette dualité qui a, cette difficulté qui a dualité là, entre la réalité et ce que l'on voudrait faire, ne serait-ce qu'en matière d'équipe. Effectivement, quand vous avez des absents, il y a des choses que vous devez faire et que l'équipe elle-même doit pouvoir faire, alors que d'habitude, ils sont un de plus. Et il y a un moment, il y aura des choix à faire par rapport à ça. Et c'est ce management-là où là, il y a soit du sens, et on essaye de... Mais on travaille avec cette réalité, et même en termes de direction, eh bien, on est aussi confronté toujours à ces éléments cette réalité qui est la réalité du quotidien ou la réalité budgétaire. Effectivement, il y a aussi cette réalité-là. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, donc et comme le dit la directrice des EHPAD, il y a un moment où on est confronté à est-ce que je fais vivre et continuer à faire vivre un centre, un EHPAD, un établissement, ou est-ce que je l'amène à sa perte, et à ce moment-là, je ne suis pas non plus éthique. Et c'est un peu entre la finalité de ce que l'on souhaite et la réalité de ce que l'on peut, il y a quelquefois des oppositions, et c'est peut-être là où l'éthique agit, et où ça nous permet, en tout cas, de faire des choix, parce qu'on disait éthique et management, et après c'est management éthique, après c'est pas toujours la même chose. Vous avez tous entendu? Peut-être pas. Donc vous avez d'une certaine manière formulé une nouvelle fois une tension qu'on repère. Pour vous, c'est entre finalité et réalité. Alors, je peux avoir des grands objectifs très beaux, mais si je n'ai pas les moyens de les réaliser, à un moment donné, on va collectivement aller dans le mur. Je simplifie beaucoup. Et donc, il faut être capable d'articuler les deux. Et pour vous, l'éthique, c'est cette réflexion-là qui permet d'articuler les deux en disant, dans une sorte d'équilibre, ou en tout cas à la fois
une forme de synthèse entre à la fois un objectif peut-être qui peut être ambitieux et un principe de réalisme, étant donné les moyens dont je dispose. Voilà. Je pense que vous reformulez un peu différemment, en fait, ce qu'on a entendu sur la durabilité, sur les ressources, et sur la notion d'équilibre entre deux pôles. Oui. Une dernière remarque à faire. J'avais prévu. Oui. Tout à l'heure, les indicateurs, etc. Je pense que par rapport à l'éthique, il y a des choses qui ne se mesurent pas. Et c'est un travail un peu parfois invisible. Oui. Comment est-ce que le management peut prendre en compte cette dimension? Et si tout est mesurable, c'est aussi pour financer les services, etc. Ça veut dire que le travail qui n'est pas mesuré et qui est fait, malgré tout, on prend parfois beaucoup de temps. S'il n'est pas mesuré, il n'y aura pas les finances aussi pour le continuer. Et donc, oui. je pense plus aux soins relationnels, etc., qui ne sont pas mesurables. Et donc, les finances font que parfois on a des équipes plus restreintes, donc il y a moins de disponibilité voilà. pour les Oui. patients. Donc comment est-ce qu'on mesure Oui, en fait, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, par exemple, cette question de réalité, comment est-ce que je mesure la réalité, comment est-ce que je mesure les moyens dont je dispose, et comment est-ce que je mesure la capacité d'une personne à agir, comment est-ce que je mesure le management, etc. Donc c'est des questions pas simples. Bon, mais alors je crois qu'on a... Si vous vous y mettiez tous, je pense que vous pourriez faire la séance qu'on fait ce matin. Parce qu'on a au tableau là un certain nombre de sujets qui sont vraiment intéressants. Je crois qu'on dégage quand même vraiment une perspective un peu à deux étages. Il y a d'une part une tension. D'autre part, l'idée qu'au cœur de cette tension, peut-être on a des termes de vocabulaire ou des mots, des outils qui peuvent nous permettre d'approcher un équilibre ou en tout cas une résolution de cette tension. En prenant bien conscience, et on l'a fait ce matin, je crois que les termes communiquent. Vous parlez le mot coût. Le mot coût peut être utilisé dans cette colonne, mais il peut aussi interroger la manière dont on regarde les ressources humaines. Vous avez parlé de management. Je pense que ça... Il y a des logiques là qui sont confrontées à des logiques ici. Voilà. Donc en fait, ça communique énormément. Et vous avez identifié ici un certain nombre de thèmes qui peuvent être, à mon avis, considérés comme des thèmes un peu charnières dans une réelle complexité des sujets. En fait, il y a beaucoup de manières de se poser la question de l'éthique. L'éthique est un terme très très large. Et donc on ne va pas pouvoir traiter ce matin toutes les questions que vous avez abordées, parfois de manière très, très fine. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer de travailler ce matin en deux étapes. Je vais vous parler d'autre chose que ce qui constitue votre quotidien. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'un cas qu'a connu une entreprise d'extraction de minerais en Afrique. Et je vais essayer de vous montrer qu'à l'intérieur du management lui-même, il y a des questions éthiques. Alors, on oublie l'hôpital, on oublie le soin, on oublie la question de certaines valeurs qui sont probablement... je ne sais pas s'il y a parmi vous toutes les professions médicales, mais d'ailleurs ça peut être intéressant de savoir un petit peu. En tout cas, on va essayer de quitter un petit peu cet environnement. On garde cette tension pour l'instant. Je vais essayer de vous montrer un cas qui concerne l'entreprise, qui concerne une activité industrielle. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de vous proposer une manière de formuler ce qu'est un dilemme éthique dans le cadre d'une activité économique, pour essayer de vous donner des termes de vocabulaire, pour voir comment peut-être des logiques peuvent s'articuler. Ça va ? Ça vous paraît un petit peu théorique pour l'instant ? Est-ce qu'il serait possible, je voudrais savoir un petit peu quels sont vos profils, et en particulier qui parmi vous fait ou a fait du management ou représente, disons, la partie management d'une structure médicale. D'accord. Et qui parmi vous représente plutôt des praticiens, des gens qui sont plutôt, disons, en première ligne avec les patients. Ah, d'accord, ok, donc on a les deux. Il faut que je fasse attention à ce que je dis alors. Très bien, on a tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous proposer de réfléchir avec un cas.
pourquoi il faut prendre un cas particulier? Parce que, en fait, ce type de tableau de considération, on peut le reproduire, on peut l'étendre, on peut le développer, et vous avez déjà suffisamment de recul pour avoir des mots déjà un peu théoriques sur la question. Mais en réalité, ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à prendre une décision en situation dans un cas particulier. Sinon, on reste toujours un tout petit peu dans un débat d'idées qui va pas complètement au cœur du sujet. Alors, je vais vous mettre en situation d'une entreprise qui est en Afrique et qui a... alors, attendez, je vais reprendre mes notes. Voilà, il s'agit de Rio Tinto au Ghana. Si ça vous intéresse de creuser, en fait, je pourrais vous envoyer ou vous mettre à votre disposition un article qui a été écrit sur cette situation, si vous voulez creuser. Il s'agit donc d'une mine de bauxite qui est dans un petit village du Ghana qui s'appelle Awaso, dans l'ouest du Ghana. J'avais quelques photos à vous montrer. Bref, c'est une mine de bauxite. Vous voyez le Ghana, entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Et puis, cette mine, ou cette activité d'exploitation, a une histoire particulière. Elle a une histoire de déficit, elle a une histoire de surcoût de coûts de transport, d'obsolescence de l'outil de production. Elle a des ressources humaines qui sont sous tension, avec deux types de population. Une population, disons, ancienne, qui n'a pas beaucoup évolué, de niveau ouvrier, de niveau de base, dont le salaire a très peu évolué au cours des 20 dernières années. Et puis une population de cadres qui a progressé dans la hiérarchie et qui n'a pas les mêmes rémunérations. Il y a un écart important de rémunération entre la base et ceux qui ont progressé dans la hiérarchie. Et puis, une large population à faible qualification et qui probablement ne pourra pas se reclasser facilement si on ferme le site. Et puis, en 2007, l'actionnaire majoritaire qui était Alcan, en fait, l'entreprise est rachetée par Rio Tinto pour devenir Rio Tinto Alcan en 2007. Et alors, il y a un nouveau mandat. Il y a un nouveau mandat, vous faites partie de l'équipe de direction qui est mandatée pour reprendre la filiale. Mais avant de prendre une décision sur ce qu'il faut faire, vous regardez un tout petit peu plus précisément la situation et vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un certain nombre d'avantages sociaux qui ont été accordés aux salariés au cours du temps. Alors, un hôpital pour les employés, leurs familles et les habitants des villages. Bon, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise, mais l'entreprise a financé ça pour les employés, leurs familles et les habitants. Des bourses pour financer les frais de scolarité jusqu'à l'université. La construction de maisons pour les employés, avec notamment des toilettes et des cuisines individuelles, ce qui n'est pas nécessairement le standard local de la région. Et puis des projets de développement, alors, qui sont historiquement plutôt de l'ordre de la philanthropie ou des donations, c'est-à-dire par exemple je finance une école, je finance une route. Voilà, c'est philanthropique dans le sens d'un don ponctuel par opposition à des projets de développement économique à plus long terme. Et plus récemment, notamment depuis 2006, le management avait déjà décidé de changer en fait la manière d'accorder ces aides en se tournant vers des programmes plutôt favorisant ce qu'on appelle le développement des personnes, on dit en anglais l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des personnes, à travers notamment le financement de petites activités économiques locales, de la formation, bref, du développement personnel et du développement économique. Et puis, Rio Tinto s'est engagé avec le gouvernement du Ghana à collaborer à une stratégie de développement, une politique de développement, qui est notamment formalisée par les objectifs du millénaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'ONU qui a décidé, c'était que pour 2015, il y aurait un certain nombre d'objectifs prioritaires de réduction de la pauvreté, de développement, etc., qui sont devenus aujourd'hui les objectifs de développement durable. Bref, c'est une
une feuille de route non contraignante que l'ONU a tracée pour la réduction de la pauvreté, pour le développement, pour la réduction des inégalités, et que les États peuvent adopter, dont les États peuvent se saisir, et qui peut faire l'objet, comme c'est le cas au Ghana, d'une stratégie nationale de développement à laquelle Rio Tinto a décidé de collaborer, et ça a été décidé officiellement de façon formelle. Donc il y a une collaboration entre l'entreprise et l'État. Vous êtes mandaté, vous faites partie du comité de direction de la filiale qui vient d'être renouvelé. Vous êtes au choix, monsieur finance, monsieur ressources humaines, monsieur ou madame directeur général, monsieur ou madame logistique, monsieur ou madame outils de production industrielle. Voilà, vous êtes 5 ou 6 à vous réunir. Vous allez vous réunir dans 4 heures cet après-midi. À 15 heures, vous avez une réunion pour bâtir une stratégie. Dans quelle direction vous allez? Qu'est-ce que vous décidez? Sachant que, dernière précision, l'actionnaire vous a donné comme mandat évidemment de redresser la filiale, sinon ce serait trop simple. Donc vous avez 6 mois, 1 an maximum pour revenir à l'équilibre, et il est bien évident qu'il va falloir réduire des coûts. Vous ne pouvez pas continuer avec un outil de production qui est obsolète, des surcoûts de transport, donc une productivité en fait de l'outil de production qui n'est pas atteinte, qui n'est pas optimisée, des dépenses par ailleurs qui concernent à la fois les employés et les populations autour du village, des dépenses plus de développement, d'aide au développement de type formation et projets microéconomiques. Et puis vous avez une collaboration à assurer avec l'État, qui est de l'ordre de la contribution de l'entreprise à la réduction de la pauvreté et au développement. Et vous avez 6 mois, 1 an pour redresser la filiale, ça va aller très très vite, donc vous ne pouvez pas tout garder, vous êtes obligé de couper certaines dépenses. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous êtes dans votre bureau, voilà, face à une tasse de café qui refroidit, et vous vous dites, bon, il faut que j'aille à cette réunion là dans 4 heures, il faut que j'aille avec quand même un minimum de stratégie. Je ne vais pas quand même penser ce que tout le monde pense sur le sujet, c'est quand même assez important, donc j'ai probablement une part de moi-même à apporter dans cette discussion, peut-être des convictions. En tout cas, il faut que je me rassemble un peu avec moi-même pour me dire, mais qu'est-ce qui va compter dans ce débat? Qu'est-ce que je vais défendre? Alors vous prenez la fonction qui vous plaît. Si vous voulez être les ressources humaines, vous pouvez. Si vous voulez être le financier, vous pouvez. Mais en gros, qu'est-ce que vous coupez comme dépenses? Oui? Est-ce qu'on ne peut pas inverser le problème? C'est-à-dire, plutôt que de couper les dépenses, oui, de développer l'activité. Oui, bien sûr, ça peut être une piste, pourquoi pas, bien sûr, il faut peut-être... Parce que couper les dépenses, effectivement, bon, ça c'est ce que font les entreprises en général, et oui, c'est le plus facile. Mais c'est peut-être la solution qui montre le moins d'imagination et oui, je veux dire, qui entraîne des conséquences qui sont forcément dramatiques pour tout le monde. Donc, est-ce que la solution, on va se prendre par la main, et plutôt que de couper, on va développer. C'est-à-dire, on va imaginer oui, comment l'activité peut se développer. Donc vous seriez... vous dites, attendez, dans ce comité de direction, il manque le monsieur marketing, le monsieur vente, qui va aller chercher des contrats, il faut l'impliquer. Ouais. C'est lui qui va nous sortir de l'impasse. Je pense, oui. Voilà, donc ça veut dire que vous allez insister pour qu'il y ait une étude dite de marché, pour savoir quelles sont les perspectives à terme. Est-ce que le marché de la bauxite est en croissance, décroissance? Est-ce qu'il y a des perspectives? On peut essayer de s'éloigner de la bauxite, c'est-à-dire que sortir de son métier de base. Oui. Et oui. Quelles seraient, avec les ressources dont on dispose,
qui sont en général plus importantes que celles qu'on pense, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme activité dans le coin, dans la région, Enfin, il y a toute une imagination à développer, pour voir comment on pourrait, plutôt que de couper les ressources, de gagner plus d'argent. Ok, c'est une piste. Oui, est-ce qu'il y a d'autres... La personne qui rachète la société, de toute façon, quand elle la rachète, elle a forcément des synergies qu'elle pense mettre en œuvre. Elle peut faire une augmentation de capital et remettre du coup tout le matériel qui est obsolète en qui va justement dans le développement et remettre l'outil. S'ils l'ont acheté eux, c'est bien qu'ils ont un intérêt. Donc ils se développent des synergies, ils ont quelque chose eux à apporter. Alors, quand vous dites synergie, ça veut dire quoi pour vous? La synergie, c'est-à-dire que la société qui achète actuellement celle qui est au Ghana, si elle l'achète, elle a fait, au niveau stratégique, elle a un besoin pour lequel elle l'achète. Soit elle va réduire ses coûts à elle et du coup exporter plus, soit elle va apporter autre chose et se servir de ce qu'elle achète au Ghana. Donc ça va forcément faire que la société au Ghana va redevenir rentable, sinon ils ne l'achèteraient pas. Alors du coup, votre point... En la rendant de nouveau rentable, ils vont remettre à jour tout le matériel. Alors, quel est votre point? Votre point, c'est de dire... Donc vous êtes, disons, alors pour le coup, vous êtes madame responsable de la production. Vous êtes madame production, c'est ça, mais admettons. Et donc votre point, c'est quoi? C'est de dire il faut prendre connaissance du mandat de l'actionnaire. Vous avez besoin d'une feuille de route plus précise. L'actionnaire vous a dit, vous avez un mandat local, pas d'investissement majeur en perspective. À vous de remettre la filiale sur pied. S'ils n'investissent pas dans leur matériel qui est obsolète, ils ne remettront jamais rien à jour, donc ils sont obligés d'investir. Voilà, alors il y a probablement un petit peu d'investissement. On ne va pas rentrer dans le détail du mandat qui a été donné, mais on peut dire... Alors votre point, c'est de dire en fait qu'ici, il faut d'abord investir. Oups. Il faut d'abord peut-être, avant de couper, il faut peut-être penser à investir. C'est ça votre point? Oui. D'accord. Et donc vous diriez, il faut qu'on ait un mandat plus clair de la part de l'actionnaire. Oui, pourquoi ils ont acheté? Pourquoi ils ont acheté? Ils ont probablement une visée particulière. Une visée stratégique, sinon ils n'auraient pas acheté. Oui, alors c'est d'éliminer un concurrent. Pour racheter un concurrent pour fermer l'usine. Oui, mais justement, il faut savoir pourquoi ils ont acheté. Si c'est... Voilà, mais là vous êtes en fait dans... Alors j'entends votre point, il y a à la fois la question d'investissement et puis probablement, vous diriez, notre stratégie ne peut pas dépendre uniquement d'une logique locale, elle doit se raccorder à une stratégie mondiale qui est plus large, qui est celle d'un groupe qui investit quelque part et qui, pourquoi pas, pourrait accepter d'avoir, pourquoi pas, des pertes au Ghana en ayant des profits considérables ailleurs. Il y a ça aussi, un peu comme... Donc, voilà. Donc vous voudriez en fait remettre la question locale dans une logique plus large, une logique d'actionnaire qui a un projet, qui touche à une activité, qui touche à une activité mondiale qui peut, voilà, éventuellement être beaucoup plus large que ce qui se passe localement. C'est ça votre point? D'accord. Donc je pense qu'il faut aussi, j'appellerais ça actionnaire en fait. D'accord, l'actionnaire, voilà. Quel est le rapport qu'on a avec l'actionnaire? Effectivement, il y a une décision locale à prendre, mais on en reçoit un mandat. Et c'est à prendre en compte, oui. Oui? Vous avez dit que les cadres, qu'il y avait un gap entre les cadres et le personnel. Je pense qu'il faut effectivement mobiliser l'encadrement intermédiaire pour faire en sorte que il y ait un plan de formation et un plan une mobilisation du personnel pour atteindre des objectifs non pas démesurés, mais en tout cas assez précis. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'accompagnement des personnels à commencer. Je pense qu'il faut commencer par là. Alors, dans quel sens? Dans le sens d'une communication, déjà pour exposer la situation? Dans le sens d'association, en fait, associer les personnels aux objectifs de l'entreprise. Oui. Et mobiliser fortement l'encadrement intermédiaire, parce que c'est l'encadrement intermédiaire qui est l'aiguillon pour
porter les ressources humaines, tant en termes de formation qu'en termes d'intérêt au travail et de politique. Je note communication. Moi, je n'aime pas trop le mot communication, c'est plutôt information. Ah oui, parce qu'il est... Parce que communication, souvent on communique, mais on n'informe pas du tout. Ah, c'est suspect, communication, d'accord. C'est teinté de... Non mais si c'est ambigu, il ne faut pas le prendre. Alors, Moi, je vais essayer de développer pour communication. alors je vais mettre les deux, pour pas de... On va mettre information. Oui, alors donc communication, vous, ça vous paraît pertinent? Ça permet souvent, et vous l'avez dit à un certain moment, il y a probablement d'énormes valeurs qui existent au sein de cette entreprise et il est bon de les mettre en avant. Il est bon de les mettre en avant vis-à-vis du marché, il est bon de les mettre en avant vis-à-vis des actionnaires, il est bon de les mettre en avant vis-à-vis des salariés, des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça motive, ça donne une force supplémentaire et ça permet de pouvoir vendre mieux les possibilités de cette entreprise, quitte à rechercher dans leur communication, information, autres possibilités qui existent sur le marché de la bauxite que celles qui existent actuellement. Vous dites que communication, vous dites ça permet de retrouver des valeurs, vous avez dit ça? Ah oui. C'est-à-dire? Communication, quand on communique, on agglomère, je dirais, le personnel de l'entreprise autour de l'entreprise. Ça permet entre guillemets, de vendre l'entreprise à l'extérieur. Ça a une fonction importante, la communication. D'accord. C'est la communication externe. Externe et interne, il y a les deux. Je veux dire, dans la communication, vous avez une communication au sein de l'entreprise pour mieux motiver les forces. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites aux employés? Alors maintenant, admettons, vous êtes monsieur production, vous avez en face de vous maintenant les employés. Imaginez, qu'est-ce que vous leur dites? Non, c'est pas évident comme question, évidemment, mais c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est, bon, vous connaissez le cas depuis ce matin, donc il vous manque certainement de la matière pour préciser les choses. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à des employés d'une activité industrielle en difficulté et qu'avec un défi à relever, alors... Il y aura une partie de financement qui sera faite peut-être par le nouvel investisseur, par les actionnaires, mais quelque part, la force principale, elle réside dans l'unité de travail, dans les personnes qui sont dans l'entreprise. Ok, donc vous êtes pour informer et dire voilà, au moins vous savez, et maintenant il faut qu'on se rassemble et qu'on travaille ensemble. Au moins qu'on évite de se disperser. D'accord. Peut-être faire un effort supplémentaire. Et voilà, sous-entendu, vous aurez probablement à faire un effort, mais on est tous... Tout le monde. D'accord. Vous, c'est tout le monde. Ok, vous projetez le collectif et vous dites voilà, voilà où on en est. Et il va falloir partir de là et réfléchir ensemble. Ouais. Vous envisagez de réfléchir avec les autres ou parce que vous êtes en position. Des groupes, moi, c'est un peu mon boulot, mais c'est autre chose. Oui. C'est de faire des groupes de travail pour agréger un peu plus les... Ah oui. Vous aviez ce mot d'agrégé. Oui. D'accord. Je vais noter groupe de travail. Oups. J'ai du mal à... Oui. Alors, d'autres points. Alors, attendez, qui n'a pas participé? Vous n'avez pas participé. Est-ce que la force est dans le bauxite ou est-ce que la force ce n'est pas ailleurs? Puisqu'on dit que l'entreprise développe du social, de l'hôpital, de la connaissance et de la formation. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas rebondir sur ce que je crois que ça s'appelait entreprise et sociabilité, le cours aujourd'hui, je rebondis là-dessus. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas rebondir sur une structure particulièrement développée sur le plan du développement local de la population pour en faire un centre de référence médicale d'instruction, de formation, de logistique, puisqu'on a des ressources humaines, on a de la ressource, là vraiment des gens qui sont formés. Et pour en faire, comme le disait ma collègue, dans le cas d'une grosse entreprise, une vraie démarche éthique de l'entreprise sur le plan international.
en tant qu'outil de recherche et de développement, de création. Donc vous voudriez, en fait là on est sur l'extraction de bauxite. Mais on s'en fiche. Alors, vous voudriez diversifier l'activité? Oui. Alors c'est pourquoi pas. Non mais c'est lié. On a parlé de développement d'activité. Voilà. Alors Du développement avec l'État, puisque vous dites que l'entreprise s'inscrit dans un développement avec l'État. Donc si elle développe pas que le bauxite, elle développe la population autour et la richesse qu'elle en fait. Voilà. Alors votre point est intéressant. On verra tout à l'heure le concept de responsabilité est un concept qui aide à situer l'entreprise par rapport à des questions notamment de développement, des questions de société plus larges. Il n'est pas évident a priori qu'une entreprise de bauxite soit appelée, je dirais, ou ait vocation à se diversifier de cette manière-là, même si pourquoi pas on peut envisager un groupe industriel qui ait plusieurs activités différentes. Là, mais pourquoi pas, il faut être après tout créatif, et après tout un entrepreneur qui voudrait diversifier ses activités peut le faire. Donc on note votre point. Moi je trouve qu'il rejoint l'idée de développement, c'est-à-dire peut-être que la réponse n'est pas uniquement dans le fait de restructurer une activité, mais peut-être d'aller dans d'autres activités qui sont peut-être pourquoi pas avec des profitabilités meilleures ou en moins mauvaise posture. Donc il faut être ouvert et je pense que réfléchir en dehors du cadre de l'activité même de l'entreprise, ça peut être intéressant. Après, c'est une démarche qui est en cours sur le développement et sur l'aide humanitaire, entre guillemets, des entreprises qui investissent, je lisais un article dans Le Monde aussi il y a 2 jours, qui investissent dans l'humanitaire, dans des sociétés... Alors voilà, cette implication de l'entreprise, je dirais en dehors de son métier, de son cœur de métier, pose un certain nombre de questions que peut-être on verra tout à l'heure de façon un peu plus large. Mais je note votre point. Pour l'instant, je pense que pour essayer de tirer le meilleur du cas, on va essayer de rester, disons, concentré sur un dilemme un peu plus fermé que ce que vous évoquez. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas mandat. Imaginons qu'on n'ait pas mandat pour cette diversification-là, parce que ça, c'est vraiment pas à l'ordre du jour dans le cas particulier qu'on est en train de regarder. Imaginons qu'on n'ait pas la possibilité de transformer complètement le modèle et qu'on soit plus concentré sur l'activité d'extraction de bauxite. En tout cas, vous dites quand même bien qu'il y a une collaboration entre l'entreprise et l'État. Oui. C'est ce qui est inscrit dans le projet. Donc, oui. Une coopération. Dire autour de ça dans le principe de responsabilité, comme vous le dites. Oui, tout à fait. Non, mais il n'est pas... Tout à fait. On verra tout à l'heure, de façon un peu plus fine, comment cette coopération peut être conceptualisée un peu plus. Il faut faire un tout petit peu attention. Là, en fait, dans le cadre d'une entreprise qui a un objet, qui se donne comme objectif d'extraire du minerai, ce n'est pas une entreprise qui se donne comme objectif d'être une entreprise de soins, par exemple. Donc les hôpitaux, les routes, le financement de projets par ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas directement le cœur d'activité de l'entreprise. C'est dans ce cas-là qu'on est aujourd'hui. On peut envisager que l'entreprise se diversifie, mais là on est dans un cas plutôt où l'entreprise a un cœur de métier, elle doit s'en occuper, et c'est ça le premier mandat. Et par ailleurs, elle a des dépenses qui sont externes à son activité, et le sous-entendu du cas, c'est qu'en fait, si vous coupez ces dépenses, l'activité demeure. Et votre mandat, il est plus concentré sur cette activité. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, sortons complètement du mandat de l'entreprise et permettons à l'entreprise peut-être d'être à la fois une entreprise d'extraction de bauxite et une entreprise qui a d'autres activités, mais ça nécessite, à mon avis, une stratégie d'investissement, des compétences, une acquisition de savoir-faire et de métiers que l'entreprise n'a pas forcément de façon directe. En revanche, ça n'empêche pas de financer des choses par ailleurs que d'autres font pour elle. C'est un peu ça la nuance. Oui. Oui, pardon. Alors attendez, oui, monsieur. Pardon. Plutôt que de partir directement sur les dépenses, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre on peut se poser un certain nombre de points. Oui. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été évoqués, mais je pense en particulier à tout un travail quand même de réflexion sur l'organisation actuelle. On appelle une revue des process, pour vérifier effectivement s'il n'y a pas des zones sur lesquelles effectivement on peut agir
pour réduire effectivement les coûts qui sont liés à l'organisation. Mais de manière plus générale, pour aborder la réunion que vous dites, au fond, moi je la jouerais en 2 temps. Le premier temps, je commencerai par, en tout cas c'est comme ça que j'annoncerai la discussion, je commencerai par ce qu'on appelle un SWOT, c'est-à-dire qu'une analyse des forces, des faiblesses et menaces et opportunités. À partir de là, effectivement, c'est ce premier travail que j'essaierai d'initier. Et à partir de là, essayer de dégager quelques orientations. Et ensuite, à partir de ces orientations qui pourraient être dégagées, qui auraient pu être dégagées, effectivement, mettre en place une réflexion interne, de manière à affiner progressivement la réflexion et déboucher sur ce qu'on appelle traditionnellement des plans d'action. Mais je commencerai par une grande analyse avec les forces des faiblesses et puis donc l'analyse financière qui va avec. Ouais. L'analyse financière n'étant qu'un des éléments. Vous connaissez, d'accord. De la force ou de la faiblesse de l'entreprise. Vous connaissez tout ça là. On a maintenant 2 anglicismes au tableau. Revue des processus, voilà, et puis soit force et faiblesse. C'est assez classique. Faire une analyse financière aussi avec leur BFR, avec la facturage, avec Voilà, ok. Analyse financière. Ok. D'autres points, oui. Bon, voilà, vous êtes dans une logique de rationalité qui est intéressante. Oui. Oui, tout à l'heure, vous parliez justement que l'entreprise avait construit des maisons, des maisons individuelles avec des cuisines qui n'étaient pas dans la culture locale. Et je pense que déjà là, par rapport à la structure d'un village, parce que je pense que l'extraction elle n'est pas en pleine capitale, c'est déjà quelque chose de nouveau où on va développer l'individualisme, alors que la structure au départ, elle est sur la collaboration au niveau du village. Oui, c'est possible. Alors, j'ai dit que c'était pas dans les standards locaux, c'est-à-dire, en fait, l'idée c'était, je n'ai pas tellement d'éléments en fait sur ce point culturel qui est complexe. Je suis confus de l'avoir effleuré, mais l'idée c'était plutôt de dire que les maisons construites par l'entreprise sont d'un standing plus élevé, en tout cas selon des normes sanitaires, qui invitent à avoir plutôt une cuisine dans chaque maison, des toilettes individuelles, etc., par opposition à des toilettes extérieures ou parfois pas de toilettes du tout. Donc là, c'était simplement pour dire que ce que construit l'entreprise est véritablement un apport en termes de conditions, je dirais, de vie de base, des conditions matérielles quand même. Alors voilà, ça c'est une question. Alors, ce n'est pas le sujet du cas, j'ai pas d'informations sur ça, mais c'est une vraie bonne question. La question culturelle, de fait, est une question. Disons, la question culturelle ici, dans le cas, elle est plus ou moins abordée par le fait qu'il y a une collaboration entre l'État et l'entreprise, qui fait que voilà, il y a une forme d'insertion de l'entreprise dans des logiques nationales publiques. Voilà, mais j'ai pas tellement d'éléments sur l'aspect culturel qu'il faudrait étudier, bien sûr. Oui. Oui, au fond. Pardon. Oui, les besoins des populations. Oui, vous vouliez dire? J'irai à la réunion en défendant l'idée que je ne voudrais pas perdre de salaire, que je ne voudrais pas que la restructuration pèse plus sur moi. Oui. Je ne voudrais pas avoir à travailler plus pour payer moins, par exemple. Oui. Je voudrais pouvoir avoir une formation, pouvoir être formé pour être plus conforme aux nouvelles réalités. Par exemple, je défendrais ce type de... Ok. Salaire, formation, pas perdre votre travail. Donc vous vous mettez du côté du salarié. Et vous dites, mais attendez, là, il y a des... Vous sentez qu'il y a un risque que vous soyez, d'une certaine manière, ceux sur qui va peser la décision qui va être prise. D'accord. Oui, d'autres points? Oui. Le risque de perte d'emploi, c'est un risque de conflit social important. Enfin, il y a, dans la réflexion des cas, proposer une solution. Parce que je ne sais pas si cette filiale est vraiment, si cette entreprise est vraiment déficitaire ou si elle gagne de l'argent encore, mais on prévoit mal de l'avenir. Les sources de... Il faut, dans la préoccupation, c'est éviter un conflit social violent. Ok. C'est possible.
Oui, il y avait d'autres points. Oui, madame. En fait, je pensais à la création d'un petit comité de dialogue au sein de l'entreprise qui serait amené à échanger avec l'État pour amener tout doucement l'idée de la rupture en fait entre la rupture de l'investissement de l'entreprise dans ce qui incomberait directement à l'État, puisque c'est une aide apportée à l'État, mais que c'est quand même des activités qui incomberaient à l'État. Donc ce petit comité qui serait un comité de dialogue pour amener tout doucement une cessation de financement de tous ces trucs extérieurs. Ou alors aussi la possibilité de le financer autrement. D'accord. Donc votre intuition, c'est de dire un certain nombre de dépenses qui sont portées aujourd'hui par l'entreprise n'ont pas vocation à être portées par une entreprise. Ce sont des dépenses qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler une politique publique de santé, de développement. Pourquoi l'entreprise est-elle en première ligne sur ces questions ? Donc vous voudriez former un comité entreprise-État pour en fait organiser un désengagement de l'entreprise d'un certain nombre de dépenses qui ne sont pas directement liées à son activité. D'accord. Alors, oui. Alors, attendez, vous vous opposez pas farouchement à ça ? Oui. Mais farouchement, attention. Oui. On n'est pas loin du conflit social évoqué précédemment. On s'approche vers un conflit social. Donc vous vous opposez farouchement. Pourquoi ? Je m'opposerai parce que le contexte, c'est quand même que c'est une entreprise qui, j'imagine, a fait des profits dans un pays en voie de développement. Et donc je pense qu'à ce titre-là, en France, les entreprises ont bien des comités d'entreprise qui apportent des choses, alors que l'État-providence français existe et qu'il y a des structures mises en place. Donc je ne vois pas au nom de quoi, dans un pays en voie de développement, où j'imagine que les rapports de force entre les grosses entreprises et les États localement ne sont pas au même niveau, je ne vois pas pourquoi ça serait le premier poste à supprimer. Alors, ok, donc on aborde... Je comprends. Donc vous dites, d'un côté, par définition, d'une certaine manière, si je contemple l'entreprise comme un objet un peu dans l'absolu, je me dis, mais il y a certaines dépenses qui ne relèvent pas de son activité. Donc, votre sous-entendu, c'est de dire, on ne peut pas à la fois gérer un site d'extraction de bauxite et être attentif à du développement économique local, un hôpital, la construction de maisons, etc. Et vous vous dites... pardon, attendez, et madame, madame, vous dites, et je viens à vous juste après, madame, vous dites, au contraire, une entreprise qui fait du profit a une responsabilité de cet ordre-là, parce que aussi vous tenez compte de la réalité locale, qui est de dire que peut-être que l'État ne prend pas en charge un certain nombre de politiques publiques, et donc l'entreprise qui fait de l'argent, qui gagne de l'argent, a une responsabilité particulière. Mais dans la mesure où... Oui, et pardon, et madame, vous disiez... Dans la mesure où l'entreprise est déficitaire, on pourrait justement envisager un financement différent ou moindre. L'entreprise est déficitaire, c'est ça le point. Oui, mais pas au profit, pas au détriment. Oui, mais alors... Plus bas, on supprime un poste de directeur général. D'accord. Donc vous êtes pour le management par la base. Mais alors, attendez, c'est ça la vraie question en fait du cas. C'est ça la question du cas. C'est que vous avez une réalité autour de l'entreprise, une réalité économique, sociale, qui est difficile. Voilà, je ne vous en ai pas trop parlé, mais le Ghana, ce n'est pas particulièrement un pays très riche. Donc, vous voyez que le seul fait de construire des maisons, déjà, c'est un plus pour un certain nombre de familles, avec un sanitaire, etc., dans un certain standard. Donc, vous êtes dans un environnement qui est assez dégradé sur le plan économique. Vous êtes en déficit. Et en même temps, en tant qu'entreprise, vous avez la main sur vraiment une activité économique qui peut à terme éventuellement redevenir profitable. Alors, quel est le rôle de l'État ? Comment collaborer avec l'État ? À quel moment est-ce que le déficit de l'entreprise lui permet de se retirer ? Qu'est-ce que ça veut dire que le déficit en fait, d'une filiale locale par rapport à un grand groupe ? Donc, il y a probablement une trésorerie qui permet de tenir à terme. Vous parlez de ? Je ne parle pas de rupture, mais de
revoir, voilà. de remodeler. Voilà. Vous n'êtes pas définitif sur la solution, vous dites qu'il faut organiser une conciliation, en tout cas une interaction avec l'État, parce qu'il y a cette question-là de, finalement, quel est le rôle de l'entreprise quand il s'agit de choses qui sont relativement externes par rapport à son métier. Est-ce que sa première responsabilité, c'est pas d'avoir un outil de production efficace, de gagner suffisamment d'argent pour ne pas mettre en difficulté les salariés, voilà. Avec si possible un poste de directeur général, c'est quand même mieux d'avoir c'est toujours mieux d'avoir une stratégie et d'avoir en tout cas quelqu'un qui en tout cas une responsabilité pour définir une stratégie et essayer de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Mais voilà, c'est une vraie question de finalement qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise dans un pays qu'on pourrait dire pauvre ou émergent, avec le présupposé que cette grande entreprise, elle n'est pas que nationale, elle est aussi mondiale, donc elle gagne de l'argent par ailleurs, même si elle perd de l'argent dans cette filiale. Et donc on peut considérer qu'elle a les reins solides, d'une certaine manière, en tant qu'entreprise. Ce que vous disiez, votre point sur l'actionnaire, il n'est pas inintéressant. Ce n'est pas uniquement un mandat local que vous avez, vous êtes connecté à autre chose de plus large. Alors, on peut dire à la fois, vous êtes une grande entreprise, vous avez de la trésorerie et une filiale qui est en déficit peut-être pendant 6 mois, 1 an. Merci de continuer à soutenir des dépenses que l'État ne prend pas en charge, parce que vous en avez les moyens en fait en tant qu'entreprise. Ou alors vous pouvez dire, c'est une occasion, la structure locale est en déficit, c'est une occasion de poser la question de la pertinence pour une entreprise de financer un certain nombre de dépenses qui, peut-être par nature, sont des dépenses publiques, celles de la santé, celles de l'éducation, celles de la formation à des métiers, et finalement celles d'une politique de développement durable. Pourquoi ? Parce que si l'entreprise ferme ses portes, il faut bien que l'État assure la continuité d'une stratégie de développement, etc. Donc tout ne dépend pas d'une entreprise qui peut éventuellement avoir des événements économiques qui font qu'elle n'a pas nécessairement la même stabilité que l'État, et elle n'a pas nécessairement le même point de vue que l'État. On pourrait se poser la question de savoir si des dépenses philanthropiques ne sont pas aussi pour l'entreprise une manière de s'assurer une bonne relation avec l'État, donc de faire... Voilà. Donc il y a des ambiguïtés liées au fait même qu'une entreprise prenne en charge des questions d'intérêt. On retrouve exactement le thème que vous aviez évoqué tout à l'heure, sur comment se croisent les intérêts. Donc il y a des questions qui se posent. Ça va ? Donc j'ai ouvert là un certain nombre de sujets, et on pourra les aborder tout à l'heure avec des concepts, notamment le concept de responsabilité permet de resituer l'entreprise dans sa responsabilité directe, sans pour autant l'empêcher d'assumer d'autres responsabilités, mais ça nécessite en fait une interaction, une collaboration avec la puissance publique, avec les institutions, qui soit bien réglée. Donc votre idée d'ouvrir une discussion est en soi intéressante parce que cette question est posée. Voilà, quelle est la responsabilité de l'entreprise dans un contexte donné, externe, interne, par rapport à une collaboration avec la puissance publique qui est plus ou moins efficace, pour le coup, sur des questions essentielles comme celle de la santé, de l'éducation. Mais il peut aussi puiser dans ces filiales excédentaires pour pouvoir justement améliorer, développer notre activité dans cette entreprise locale et aussi développer... Voilà. Il y a aussi, voilà. Donc en gros, on a distingué là, on a bien distingué aujourd'hui. En fait, là, il y a 2 pôles. Il y a, je dirais un pôle interne à l'entreprise. On va essayer d'optimiser, d'agir sur l'outil de production, sur la question, ici on va faire une analyse financière, les forces et faiblesses, les salaires, la formation, attention au conflit social. On pourrait mettre ici aussi des questions d'encadrement et de communication. Et puis il y a des idées qui consistent à dire mais peut-être qu'il y a aussi des choses à faire à l'extérieur. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher du développement, investir en demandant aux actionnaires peut-être de remettre un peu d'argent sur la table, même si c'est déficitaire. Créer un comité pour faire le lien avec l'environnement et l'État, et puis peut-être les groupes de travail, en fait, ça ce serait plus en interne. Et puis la communication interne et externe, avec l'information, peut-être plus en lien avec des choses plus internes, et l'encadrement aussi. Voilà. Mais alors, tout ce que vous dites, c'est évidemment très intéressant, mais il reste une question que vous avez tous très certainement voulu éviter, inconsciemment ou pas, mais qu'est-ce qu'on coupe comme dépense ? Alors maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'hôpital,
Donc, imaginons, voilà, vous avez un mandat qui est quand même très dur. Je durcis un tout petit peu le cas pour clarifier les choses. Vous avez un mandat qui est très dur. L'actionnaire vous dit on ne mettra pas un sou dans cette filiale. Ça va, ça nous a déjà coûté suffisamment. On a vu ce que ça donne dans le passé. À vous de remettre sur pied l'outil de production. Les surcoûts de transport, à vous de négocier avec l'entreprise de transport locale. Les salaires, on est désolé, mais il n'y aura aucune augmentation. Vous avez compris que en fait, l'outil de production est obsolète, mais aussi inefficace. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont payés, mais qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Et puis les dépenses externes, s'il vous plaît, voyez ce que vous pouvez couper, parce que là, franchement, c'est une structure de dépenses externes de pleine croissance et de profitabilité maximum, mais là, vous devez couper. Alors, vous commencez par quoi? On ne peut pas le dire a priori. Donc, vous avez plein d'idées. Donc, ok, on peut faire tout ce que vous avez... Oui. On ne peut pas le dire a priori, parce qu'il y a peut-être des dépenses, effectivement, à réduire dans un premier temps, et puis il y a peut-être des dépenses, effectivement, qui sont réduites dans 6 mois, dans un an. Mais alors, d'accord, mais... Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Imaginons que voilà, vous avez à réduire quelques dépenses. Qu'est-ce qui est le plus important? Un hôpital? La formation? Parce que oui. Je sais pas, les salaires des cadres sont très nettement au-dessus du salaire. Voilà. Alors, ok. Donc alors, première décision, on baisse le salaire des cadres. Ok. Ça vous va? Ça vous va? Alors, ok. Donc je vais essayer de... Voilà, on a... Je pense... Oui. Attendez. Moi, je voudrais que vous me disiez, alors, entre salaire... Réduction des avantages. Salaire, hôpital. Ça veut dire que, par exemple, maison. dans les cas, on aura payé un peu d'hôpital. Alors Formation. Vraiment, dans le bas de l'échelle, on n'aura rien à payer. Alors peut-être jusqu'à présent, personne ne payait rien. Il faut regarder les dépenses administratives aussi, il faut regarder les stocks. Donc, qu'est-ce que vous réduisez? Donc, je voudrais une décision qui soit assez claire. Donc, vous êtes en train de préparer votre réunion de cet après-midi. Et vous savez que la discussion, ça va tourner autour de réduire les salaires, l'hôpital. On peut carrément désinvestir de l'hôpital. Advienne que pourra. Ce n'est pas notre responsabilité, on fait des pertes. Donc, on n'a pas à financer un hôpital, c'est complètement fou. Voilà. Ou alors, les maisons pour les familles, bon, ben voilà, ça c'est typiquement une responsabilité publique. Mais elles sont déjà faites. Donc... Voilà, mais on arrête. On arrête, ils n'ont pas tous, on n'a pas tout construit, on arrête. La formation, les bourses pour les jeunes du village, donc on sait qu'ils ne pourront pas aller à l'école si on ne finance pas. Et les projets de développement, plus microéconomiques, d'autonomisation, qui sont des projets parfois à très long terme, dont on ne voit pas toujours les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? Ma question, c'est, vous êtes dans une espèce de dilemme. Alors, vous avez plein d'idées, vous avez tous eu plein d'idées pour sortir du dilemme, pour aller développer, investir, l'actionnaire. Alors, vous avez aussi vous êtes pour prendre le sujet à bras-le-corps, mais au final... Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Une fois que vous avez fait l'analyse des processus, vous optimisez les processus, vous optimisez les forces, vous voyez, analyse financière, etc. Et le résultat, c'est que c'est clair, de toute façon, on le savait. Alors, les analyses ont permis d'affiner et on sait mieux où placer le curseur. Mais il va falloir couper. Alors, vous coupez quoi? Mais j'en sais rien. Okay. Je peux pas le dire a priori. Mais on peut peut-être couper, simplement reporter, laisser le temps à la structure d'aller mieux et d'être de nouveau rentable et bénéfique pour reprendre en charge et faire un partenariat avec les... D'accord. Donc on ne veut rien couper. Est-ce que quelqu'un se sent à l'aise avec le fait de dire, moi je coupe ça, ça et ça, 1, 2, 3. Oui, alors attendez, ici nous avons une décision qui peut être prise. Alors attendez, je pousse un peu, mais... Je suis pas à l'aise, mais je veux dire quelque part, s'il y a des écarts de salaire qui sont très importants entre les salariés de base et la direction, je pense qu'on peut faire un effort, la direction doit faire un effort. Salaire. Ça, c'est une chose. Ensuite. Sur les hôpitaux, ce que je disais, ce serait par exemple que l'accès à l'hôpital soit pondéré par la feuille d'impôt.
Et un haut salaire paierait une partie d'hôpital. D'accord. Donc là, mais là, vous êtes dans un... Ok, je vois votre idée, mais Réduit un peu. vous êtes dans un système là où il n'y a pas de système de taxes de ce type-là, de redistribution. C'est très simple. Si on touche les hauts salaires, généralement, il y a une loi de 80-20. Donc si vous touchez les hauts salaires, d'après moi, vous pouvez non, réduire sérieusement... Les salaires de 4 ou 5 personnes, si vous les réduisez de 20%, ça ne vous finance pas un hôpital. Hein. Non, je ne dis pas que ça finance l'hôpital. Bon, mais ok, vous êtes sur les salaires. Et là, disons, hôpital, maison, formation, projet de développement. Donc c'est un dilemme insoluble en fait. Hein. Il faut bien se lancer quelque part, il faut le faire. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas la réponse à ce qu'il faudrait couper, mais il me semble qu'en l'absence de cette problématique-là, c'est le débat public, parce que quelque part, ça touche à une communauté. Et pas seulement, on voit le comité d'entreprise, on voit l'État qui est placé à une dimension vraiment beaucoup plus haute. Oui. Il n'empêche que localement, il y a beaucoup de familles et toute une communauté qui sera impactée par ces décisions-là et qui ne sont pas conviées du coup à l'échange pour dire qu'est-ce que nous on est prêts en tant que communauté à sacrifier pour permettre que ça se pérennise finalement. Voilà, donc vous avez évoqué cette idée tout à l'heure. En fait, c'est vraiment une manière de procéder. On appelle ça de l'anglicisme un peu très très large qui est le mot gouvernance. Voilà, la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on va prendre des décisions, qui va être impliqué, qui a droit à la parole et qui peut participer à un processus de décision. Donc ça doit être défini. Vous avez parlé d'un comité entreprise-État, vous avez parlé de communiquer pour impliquer les salariés, voilà, l'encadrement. Donc il y a tout un processus de... Effectivement, vous pouvez aller à cette réunion l'après-midi en disant attention, voilà on appelle ça des parties prenantes. Voilà les parties prenantes. Alors moi j'ai fait ma liste. Oui. Voilà. Donc voilà, on fait ce qu'on appelle une analyse des parties prenantes. Voilà. Et puis on essaye de voir quels sont les impacts. Alors, les impacts, c'est-à-dire les conséquences des décisions qu'on va prendre. Pour qui est-ce que ça concerne ? Et une fois qu'on a ça, on a autre chose entre les mains que simplement l'objectif court-termiste de réduire les dépenses, qui est un objectif qui consiste finalement à ne s'intéresser qu'à la mesure d'une activité par les chiffres, par opposition à plein de questions, plein de thématiques dont on a intuitivement le sentiment qu'elles touchent à des choses essentielles pour la vie humaine, à l'hôpital, le développement. Alors, est-ce qu'on est prêt à sacrifier, c'est ça la question, est-ce qu'on est prêt à sacrifier là des choses essentielles pour la vie humaine pour atteindre un objectif économique qui, par ailleurs, doit être atteint un jour pour permettre à une activité d'avoir une autonomie, d'être rentable et donc de perdurer. Donc ce n'est pas des questions abstraites, c'est des questions concrètes que vous avez tous les jours. Oui. Vous avez parlé de parties prenantes, je crois que ça, effectivement, c'est ce que je voulais dire depuis le début, c'est que toutes les parties prenantes doivent participer à la décision avec toutes les données, à savoir effectivement les conséquences que ça va avoir, et toutes les parties prenantes doivent pouvoir parler et dire moi là je suis d'accord pour réduire de temps, moi ici pour sauver l'entreprise je suis d'accord. Donc toutes les parce que c'est ça l'éthique c'est que ça doit vous permettre de donc après la décision finale sera prise. Alors ce n'est donc il y a dans la question de la participation il y a beaucoup de questions qui se posent qu'on ne va pas trancher ici. Et qui finalement prend une décision? Alors là, on est dans le cadre d'une entreprise avec quand même un comité de direction, avec des actionnaires, etc. Donc il y a une structure de prise de décision qui est déjà établie. Ça n'empêche pas effectivement d'avoir des mécanismes de consultation, de communication, d'implication pour écouter et entendre. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet qu'on va aborder ici. C'est un sujet très, très vaste en fait d'essayer de construire des processus de décision, surtout dans des cas avec des parties prenantes qui sont très variées et plein de thèmes. Mais en fait, je note votre point. Vous avez évoqué, à mon avis, à juste titre, la notion de partie prenante, la notion d'impact, de conséquence des décisions, et la notion dite de gouvernance, qui est comment on va mettre un processus en place avec l'État, avec peut-être des ONG, avec peut-être des comités locaux, des représentants des communautés locales, pour prendre une décision en connaissance de cause. Mais à la fin, il faut quand même la prendre, la décision. Voilà. Alors... Est-ce qu'on passe aux ordonnances ?
c'est difficile à trancher, mais il y a quand même, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive quand même à, d'une certaine manière, à hiérarchiser un tout petit peu ces éléments-là. C'est en fait l'importance qu'on donne, eh bien, à la santé, l'habitat, la formation. Oui. Là, je crois qu'on se laisse enfermer dans un, vous l'avez dit vous-même, oui. dans le court-termisme. Et il faut le dépasser. Moi d'abord, première chose, je repousse la réunion. Oui. Non mais ça rejoint ce qu'on a entendu. Vous avez dit il faut se référer à l'ensemble de l'entreprise, qui a probablement un compte de résultat qui n'est pas celui du Ghana, mais qui est plus large. Donc oui, vous allez chercher de la marge de manœuvre en vous disant attendez, là on est en train de prendre une décision choc qui nous paraît juste, mais en fait on est en train de se planter parce que entre une bonne et une mauvaise entreprise. Vous avez l'entreprise qui va réfléchir de la manière dont on réfléchit ce matin, c'est-à-dire coincé dans une logique court-termisme et qui s'est laissé acculer, qui s'est laissé enfoncer. Et puis vous avez l'autre entreprise qui va, puis je suppose qu'à partir du moment où un actionnaire il achète une boîte, ça veut dire qu'il a un projet derrière. Et donc ça veut dire que ce projet, c'est un projet sur 10 ans, hein, ou même un projet sur 20 ans. Donc ça veut dire qu'on va travailler à ce projet et toutes les questions qu'on évoque aujourd'hui, elles sont dépendantes de ce projet, c'est-à-dire quel est le projet de l'entreprise. Et ça, c'est sur du long terme. Alors voilà, donc vous avez évoqué plusieurs manières de réouvrir des choses qui semblent être fermées. Voilà. Alors ça me semble vraiment très, très intéressant comme manière de procéder. Parce que, en fait, c'est ça, le point que vous venez dire aujourd'hui, ça résume à peu près l'enseignement du cas. C'est-à-dire, on voit qu'on est contraint à un moment donné, mais que cette contrainte, elle vient de certaines logiques. Finalement, dans le cas présent, une logique assez court terme. Vous avez 6 mois, 1 an maximum pour redresser la filiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi 6 mois ? Pourquoi 1 an ? La réunion cet après-midi, on n'est pas prêt, on la décale. Voilà. Vous avez dit, c'est très bien, on est pris sous contrainte, mais il y a des actionnaires. Voilà, comment est-ce qu'on réouvre les manières de faire, les manières de réfléchir, les manières de penser, les manières de mesurer le succès, etc. Pourquoi, on peut même pousser la logique un peu plus loin, on dit pourquoi est-ce qu'il faut que l'entreprise soit rentable dans 6 mois, dans 1 an ? Est-ce qu'il n'y a pas des paramètres ici qui sont en fait pas négociables. En fait, c'est pas négociable, à moins que l'État prenne le relais. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des questions de vie humaine, en fait. On pourrait dire de dignité. C'est un grand mot qui parfois fait un peu peur et qu'on peut utiliser de façon parfois inappropriée. Mais la dignité, ou comment dire, la dignité humaine, le respect, on va dire, le respect de la dignité humaine. En fait, là, on voit bien qu'on ne peut pas toucher à ça. Ou c'est très difficile de toucher à ça, pour des raisons économiques. Et pourtant, les circonstances ont fait que c'est une entreprise qui a pris ça en charge. Et c'est une entreprise qui, aujourd'hui, se pose la question de savoir si elle continue. Voilà. Mais c'est la même question dans le cœur de l'activité. On pourrait dire, avoir des salariés, avoir des emplois, c'est presque aussi vital que permettre l'éducation des enfants des familles. Pour un chef de famille, pour quelqu'un qui est responsable d'une famille, avoir un emploi, ça touche à des choses aussi fondamentales de l'ordre de la vie humaine que peut-être un hôpital ou pour se soigner ou une maison, etc. Donc, en fait, on voit bien qu'au cœur même de l'activité économique, c'était votre intuition de ce matin. Et je pense que les activités de soins ou les activités d'un hôpital ne sont pas différentes. Il y a quelque chose, même quand il s'agit d'une activité industrielle, il y a quelque chose qui touche à la dignité de la personne et dont on sent que c'est très difficile à toucher. Vous avez dit qu'il faut réduire d'abord les salaires des cadres directeurs, sous-entendu, plutôt que de licencier. Ça. Donc on voit bien qu'au cœur même de l'activité économique, il y a des choses très, qui vont toucher à, vous avez dit des valeurs, moi je dirais des choses très profondes qui sont de l'ordre, probablement de l'ordre d'un universel. Voilà, c'est-à-dire, quelles que soient les personnes, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures,
On voit bien que avoir un travail, travailler, gagner son salaire, pouvoir faire vivre une famille, une communauté, pouvoir se soigner, avoir une maison, accéder à de la formation pour se développer à titre personnel, ça vient toucher des choses très fondamentales. Alors je vais vous donner rapidement la solution qui a été prise par le comité de direction. On va faire une pause et après je vous donnerai des éléments peut-être pour essayer d'aller chercher dans des situations de ce type-là des choses qui sont fondamentales pour ne pas se laisser embarquer, dans des décisions qui semblent enfermantes, parce qu'elles sont selon des logiques qui créent en fait une tension avec des choses fondamentales de l'ordre de la personne, de la vie humaine. Voilà. Et c'est tout à fait une situation tout à fait classique dans l'économique, en fait. Vous avez dit ce matin, pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'économique et le soin soient antinomiques ? Et quelqu'un parmi vous a dit, mais en fait, au cœur même de l'économique, il y a des questions éthiques. Voilà, moi j'étais assez d'accord avec ça. On voit bien qu'ici, là, voilà, une entreprise... Alors, on est dans un cas particulier, un pays émergent, où l'entreprise déborde de son activité propre, d'une certaine manière. Elle prend des responsabilités qui pourraient être considérées comme des responsabilités publiques. On voit bien que ça déborde un peu. Mais si on s'intéresse au fait d'être salarié dans une entreprise qui rémunère pour son travail et qui rémunère de certaines manières, etc. Donc on touche quand même à des choses qui sont très fondamentales. Donc je vais vous donner la solution qui a été prise, qui n'est pas inintéressante. Et j'espère que ce cas vous montre qu'en réalité, au cœur des questions économiques, il y a des questions que j'appellerais des questions de conviction. Des questions de conviction. Quand vous dites on se dégage du court-termisme, en fait, vous affirmez une position personnelle qui est de l'ordre d'une conviction, qui fait réouvrir ce qui semblait avoir été établi par des logiques économiques a priori figées. Mais non, vous avez la capacité, vous avez en fait cette liberté personnelle de dire mais attendez, moi, cette logique-là, je ne la prends pas en fait. Je ne la comprends pas, elle nous piège. Alors c'est ça en fait, je vais essayer de vous donner quelques éléments après la pause pour essayer de nommer ces tensions-là et d'essayer de trouver des mots pour dire les choses fondamentales qui sont derrière et voir dans quelle mesure, à partir de ces choses fondamentales, certaines logiques en fait ne tiennent plus très bien. Il faut les réadapter, il faut les nuancer, il faut les rééquilibrer, et on va essayer de chercher à travers ces mots-là ce que vous avez nommé tout à l'heure comme étant l'équilibre entre deux pôles, dont on voit bien qu'ici qu'ils sont en tension. Alors comment le management a fait ? Alors ils ont pris une position qu'on a évoquée en fait. Si le management vous avait consulté, il aurait trouvé auprès de vous la solution qu'il a appliquée, par petits morceaux. Il a dit à peu près ce que vous dites, c'est-à-dire il y a des choses ici qu'étant donné le contexte dans lequel se trouve l'entreprise, même si ce sont des éléments qui peuvent relever de la politique publique, étant donné que l'entreprise les porte, on ne va pas les réduire. On ne va pas les réduire. Tout ce qui est hôpital, maison, formation, projet de développement, on ne va pas les réduire. En revanche, à l'intérieur de ces dépenses, on fait des choix. On en profite pour recomposer les choix qu'on va faire. On va privilégier des dépenses qui visent à l'autonomie des personnes plutôt que des dépenses dites philanthropiques. Je décrirai peut-être un petit peu plus tard ce qu'est la philanthropie. La philanthropie, en fait, ce sont des dépenses qui sont de l'ordre des dons, qui ne sont pas connectées au métier de l'entreprise. Une banque qui finance un concert ou une équipe de foot, voilà, ça, pour moi, j'appelle ça de la philanthropie, c'est-à-dire c'est de l'argent qui va financer une activité autre, par opposition à des choix qui sont faits ici, qui sont des choix qui ont été faits de favoriser le développement de l'activité économique, favoriser l'entrepreneuriat, favoriser les compétences pour créer un métier, pour créer une activité. Donc, en fait, les dépenses n'ont pas été réduites, mais se sont réorientées légèrement de dépenses qui étaient historiquement très philanthropiques. Alors, j'ai parlé de l'hôpital, mais en fait, il y avait aussi d'autres choses. Et les dépenses philanthropiques dans les pays émergents, ça peut aller jusqu'à financer des écoles, des routes, des installations, etc. Donc, en fait,
l'entreprise a décidé de réduire ce type de dépenses pour favoriser des dépenses qui enclenchent une plus grande autonomie locale et un développement à terme plus durable. Considérer que les écoles, c'est philanthropique. Oui, alors ce que je considérais comme philanthropique, c'est je finance une école et je m'en désintéresse. Par opposition à je finance la scolarité d'un certain nombre de jeunes, je finance une école liée à mes métiers, par exemple, qui va permettre à certains jeunes, quand ils auront passé un certain niveau, d'entrer dans ces écoles, puis ensuite éventuellement d'être embauchés localement. Voilà, ça c'est une autre approche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, dans quelle mesure l'entreprise, disons, fait bénéficier à la collectivité de son savoir-faire, qui est un savoir-faire économique, avec ses dimensions de formation qui peuvent y être liées. Donc l'entreprise en a profité pour se dire, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est l'empowerment, le développement des personnes, l'acquisition de métiers et le développement économique le plus autonome possible localement, par des métiers, par des filières économiques, etc. Donc ça, c'était la première sur les dépenses externes. Et puis en interne, en fait, le comité de management a décidé de licencier un certain nombre de personnes en disant, ben voilà, il y a une logique économique qui s'applique liée à un outil de production. Quand sur une chaîne de production, vous avez une personne qui n'est pas utile, ça n'a pas vraiment de sens de la garder. En revanche, l'entreprise a décidé de mettre en place des mesures d'accompagnement de telle sorte que la personne licenciée soit suivie et accompagnée dans le temps en essayant de ne pas la laisser partir dans la nature, mais d'essayer de tout faire pour l'accompagner et la suivre pour qu'elle retrouve un travail dans d'autres conditions. Ce qui n'est pas forcément évident parce que dans des conditions locales, c'est probablement difficile pour certains de retrouver un travail, mais il y a eu cette dynamique et cette logique d'accompagnement. Et un travail fait également... Oui, pardon. Non, mais ça veut dire quoi concrètement, une logique d'accompagnement Mais oui, mais ça veut dire que vous... voilà, ça peut passer par une certaine somme d'argent pour leur permettre de tenir après la fin de après le licenciement. Ça passe aussi par du coaching, de l'accompagnement personnel, des réunions. En fait, quand vous êtes aidé par un réseau, par quelqu'un qui revoit votre projet professionnel, qui vous donne des contacts, etc. Voilà, c'est tout ça. Donc l'entreprise a ce savoir-faire, elle a cette connexion-là au monde économique qui peut permettre à un employé, en passant par ce réseau, de se repositionner. Voilà, mais ça c'est jamais complètement évident. C'est beau sur le papier, c'est jamais complètement évident à faire, parce que la perte d'un emploi pour quelqu'un, de toute façon, ça a une dimension symbolique qui est déjà très forte. Donc. Mais l'entreprise a pris la décision de retravailler à la fois l'efficacité de son outil de production. En même temps, des négociations se sont engagées avec l'État pour l'amélioration du réseau ferroviaire de transport. C'était une des raisons du manque de productivité de l'entreprise, qui était des surcoûts de transport et surtout une efficacité de la prestation de transport qui n'était pas suffisamment forte. Et en même temps, le comité de direction, pour justifier du maintien d'un certain nombre de dépenses, s'est retourné vers son actionnaire, en fait pas l'actionnaire, mais vers le siège social de son entreprise, et en disant, voilà, notre conviction personnelle, c'est qu'il ne faut pas couper ces dépenses, même si c'est économiquement la logique qu'on devrait prendre. Voilà. Notre conviction est celle-là. Ils se sont retournés vers le siège et ils ont réussi à négocier des délais de retour à l'équilibre en s'appuyant sur la trésorerie du groupe. Voilà. Alors, ça peut paraître, ça peut paraître facile à dire, mais il faut prendre conscience que cette manière de faire, ce positionnement de ce comité de direction, c'est un positionnement vraiment, oui, que j'appellerais de conviction, c'est-à-dire ils avaient carte blanche pour jouer la carte, je dirais, du tout économique, c'est-à-dire du court-termisme, du licenciement sans condition et de la réduction de dépenses qui pourtant sont très importantes pour les communautés autour. Alors, est-ce que ce positionnement, c'est pas un positionnement mêlé d'intérêts? On peut se poser la question. Intérêt vis-à-vis de l'État, intérêt pour éviter un conflit social, etc. Donc c'est toujours mêlé.
Il n'y a pas de décision pure et parfaite d'une certaine manière. En revanche, alors donc on récupère toujours de manière secondaire une forme d'intérêt, mais ici, dans le cas présent, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a quand même eu un positionnement que je dirais qui va un peu au-delà de l'intérêt, voilà, qui est un positionnement de conviction dans une logique globale, une logique économique qui poussait très fort à une réduction plus ferme des dépenses et à une action probablement plus musclée vis-à-vis des différentes parties prenantes. Oui. Au passage, il faut dire que ce sont les entreprises avec le plus de conviction qui sont les plus rentables. Alors, qui gagnent le plus d'argent. Alors on peut débattre. Sur le long terme. On peut débattre, oui. On peut débattre, alors ça c'est une question qui fait vraiment débat. Les intuitions sont diverses. Pour pas rentrer trop dans ce débat, on peut imaginer qu'une entreprise qui a des convictions fortes et qui a un très mauvais marketing, de très mauvais produits, peut finir par faire faillite avec des convictions très fortes. Donc on voit bien, il y a des paramètres divers. Et à l'inverse, on voit des entreprises très, très florissantes dont on ne voit pas forcément très bien quand le modèle va s'arrêter, et qui sont des entreprises qui fonctionnent un petit peu comme des, j'ai envie de dire comme c'est-à-dire des fonds d'investissement qui investissent dans des choses les plus rentables possibles, qui construisent comme ça des empires, oui, qui construisent des empires très profitables, avec des logiques. Pas forcément. C'est plus, mais votre point est intéressant. C'est-à-dire, moi ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que cette conviction-là, cette conviction portée par ce comité de direction, il a été possible à un moment donné qu'elle soit portée dans un environnement économique qui vise la rentabilité, qui vise la profitabilité, et qui a pu quand même entendre qu'à l'intérieur de l'économique, il y a d'autres logiques, et simplement ces autres logiques, il faut leur donner de la résonance, il faut leur donner du poids, il faut trouver des mots pour dire ces convictions, et tout n'est pas fermé. C'est ce que vous disiez, en fait, on peut réouvrir un certain nombre de contraintes. Encore faut-il avoir des convictions. Encore faut-il pouvoir dire ça j'y touche pas, pouvoir l'argumenter et dire mais en fait ça c'est complètement au cœur de mon activité. Il y a pas de. Et donc la logique économique qui semblait être dominante est facile à appréhender parce que finalement appuyer sur des 0 et des 1, je caricature beaucoup, elle est très importante comme outil d'information. Mais en réalité, je nomme là la partie de droite tout à l'heure qui était la partie économique. En réalité, cette partie économique, c'est un outil en fait. Vous avez posé la question de la finalité. Voilà. Si la finalité de mes décisions, c'est les ratios économiques, c'est la mesure de l'activité selon la comptabilité, selon des mesures économiques, alors il y a quelque chose qui est un peu tordu en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. On tombe dans un déséquilibre. C'est important, cette partie-là, mais il y a d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Et voilà, pour préparer une bonne décision, il faut être capable quand même de nommer de manière un peu fondamentale des choses de l'ordre de la dignité de la personne humaine, des choses de l'ordre de la santé, des choses de l'ordre du travail. Enfin, voilà. C'est cet équilibre-là que j'aimerais qu'on retravaille un tout petit peu après la pause, parce que là, vous avez suffisamment travaillé, vous avez pris tellement de décisions en si peu de temps que vous avez certainement besoin d'une pause. Ça vous va ? Monsieur, c'est vrai, c'est super important les convictions, la finalité. Oui. Après de savoir argumenter ces convictions qui sont particulières, voilà. Oui, alors, auprès de l'entreprise. oui. Parce que ça, si vous ne savez pas, voilà, exactement. vous allez devoir avoir des convictions. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais essayer de vous donner des mots pour argumenter, des mots plus précis. Voilà. Il faut savoir parler son langage. Oui. Il faut décrypter le langage de l'autre pour Alors, avoir les bons mots et ça part très rapidement. Alors attends, on fait une pause de quoi ? D'un quart d'heure ? Un quart d'heure, d'accord. On se retrouve à 11h, 11h15, 11h20 ? Ça se régule très naturellement. D'accord.